Je m'apprête à tourner ce qui sera la 4e mais surtout dernière foire aux questions de ma chaîne parce que là pour le coup j'ai le sentiment qu'on a fait le tour de la question. Il y a environ une semaine je vous ai annoncé sur les réseaux sociaux que je comptais tourner une 4e foire aux questions et à cette occasion je vous proposais de me poser vos questions pour cette vidéo. Vous avez été nombreux à réagir sous ces deux posts donc je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de me poser des questions. J'ai fait le tri il y a de cela 2 jours parmi toutes les questions que j'ai reçues sur Facebook et Twitter et parmi toutes ces questions bien évidemment il y avait des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans au moins une des 3 précédentes foires aux questions que j'ai faites. Donc je vous glisserai le lien de ces foires aux questions dans la barre d'informations si jamais vous ne les avez pas vues et que votre question fait peut-être partie de celles auxquelles j'ai déjà répondu, notamment à savoir quel est mon premier manga, quels sont mes mangas préférés, ceux que j'ai détestés, les conventions auxquelles je me rends, les animés que j'ai pu regarder, les films d'animation que je préfère, également de savoir quels sont mes auteurs préférés. Bref, toutes ces questions, j'y ai déjà répondu précédemment et je n'ai pas envie d'y répondre une seconde voire 3e fois dans cette nouvelle et dernière foire aux questions sur ma chaîne parce que très sincèrement en voyant toutes vos questions je me suis rendu compte qu'on avait fait un petit peu le tour de toutes les questions que vous pouviez me poser qui ont un rapport avec les mangas de manière générale. Après je n'ai pas voulu répondre aux questions qui ciblaient un manga bien en particulier mais j'y réponds là très vite. On m'a demandé ce que je pensais de la fin de Red Ice Sword et ce que je pensais de My Hero Academia. J'ai du mal à parler, la vidéo commence à peine, ça s'annonce super bien. Red Ice Sword, je n'ai pas lu la fin et My Hero Academia est toujours dans ma pile à lire. Donc je n'ai aucun avis à vous donner concernant ces 2 séries. J'ai sélectionné 15 questions qui m'ont semblé pertinentes et qui je pense parleront à beaucoup de monde. Il y a des questions que j'ai trouvées un petit peu trop philosophique, je pense que certains sortaient clairement du bac de philo avant de me poser leurs questions. Du coup ces questions là j'ai pas voulu partir dans des délires de réponses à rallonge et j'ai préféré les évincer. Et il y a des questions également que j'ai trouvé un petit peu trop vague et du coup je savais pas trop comment y répondre, donc là encore j'ai préféré ne pas les mettre dans cette foire aux questions. Et sachez d'ores et déjà que la 15e question est très gratinée et j'ai préféré la garder pour la fin. Alors je dégaine mon petit téléphone sur lequel j'ai fait des screenshots concernant les 15 questions que j'ai sélectionnées et la première est: pour l'instant, quel est ton coup de cœur 2018? Alors je dois dire que 2018 est une année qui est très riche côté nouveauté manga. On a eu pas mal de belles choses. On est qu'au mois de juin et déjà il y a eu une bonne dizaine de séries que je retiens. Mais si je ne devais en citer qu'une seule qui se détache très clairement du lot pour moi, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est pour vous, pour le moment, votre coup de cœur de cette année 2018. Le mien, c'est pas une grosse surprise en fait. C'est l'Atelier des sorciers. Ça, c'est une grosse claque. On a pour l'instant que 2 tomes de sortie en France. Je ne sais pas quand est-ce que le 3e tome sortira, mais j'ai juste une seule hâte, c'est d'avoir la suite de cette série qui tout simplement m'a ramené des années en arrière, à l'époque où on découvrait les premiers bouquins d'Harry Potter. Très clairement, pour moi, ça a été ça, le sentiment que j'ai eu avec ma lecture de l'Atelier des sorciers. Un univers merveilleux que l'on découvre dans les 2 premiers tomes de la série. Des sorciers qui ne sont pas tous bienveillants et ça fait plaisir d'avoir un manga qui nous parle de magie, qui nous parle de sorciers et surtout qui nous parle d'un monde dans lequel tout ne se passe pas très bien et où très rapidement ça va tourner au drame. Donc si vous n'avez toujours pas craqué pour ce titre, je ne sais définitivement pas ce que vous attendez parce que pour moi ça reste la nouveauté de 2018 à ne pas louper. Deuxième question, quel manga aimerais-tu voir édité en France? Alors déjà, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je ne lis pas les scans. Donc de base, je n'ai pas lu de manga sur internet que j'ai envie de voir édité en France. Ce que j'aimerais voir édité en France, déjà, c'est tous les mangas de mes auteurs préférés. Si vous ne savez pas quels sont mes auteurs préférés, je vous renvoie à mes précédentes foires aux questions et en même temps, je pense que si vous me suivez depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, vous savez pertinemment de qui je parle. Donc ça déjà c'est la base d'avoir d'autres séries de ses auteurs préférés. Je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Je n'ai pas de titre particulièrement en tête que j'ai envie de voir édité, mais ce que j'ai envie de voir c'est ce que nous proposent quand les éditeurs prennent des risques. Voilà, ça j'adore. Quand les éditeurs nous proposent des titres dont ils savent très bien
que les avis vont être tranchés, certaines personnes vont adorer et une partie du public va être complètement hermétique. Et j'adore quand il y a ces prises de risque des maisons d'édition, qui peuvent être très casse-gueule hein, d'ailleurs, donc on peut pas prendre ce genre de risque quand on est encore tout petit, hein, vaut mieux s'en tenir à des choses dont on est sûr que ça va fonctionner. Mais bref, j'ai envie de voir de la nouveauté qu'on n'a pas déjà vu une bonne centaine de fois en France. Et ça, c'est le souci en fait, quand on commence à accumuler plus de 1000, 2000, 3000 lectures, ben, le problème c'est qu'après on a l'impression d'avoir tout lu. Et quand enfin on tombe sur une nouveauté où on se dit ça je l'avais pas lu précédemment, ça c'est nouveau, ça fait plaisir. Voilà, là pour le coup on garde espoir dans la publication des mangas en France. On se dit ouais, il y a encore des trucs qu'on n'a pas vus et qu'on voit arriver chez nous, et c'est ça que je veux voir éditer. C'est des trucs qu'on n'a pas déjà vus et revus, tout simplement. Y a-t-il des mangas que tu refuses absolument de lire? Alors, si en posant cette question, la personne s'attendait à un genre en particulier, du genre par exemple les hentai, ce n'est absolument pas le cas. Je ne m'interdis de lire aucun genre de manga, que ce soit du hentai, du yuri, du yaoi, du seinen, du shoujo, que sais-je. Vraiment pour moi, le genre c'est juste une classification, parce qu'on aime bien dans notre société mettre les choses dans des petites cases. C'est plus rassurant, ça permet que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, mais personnellement c'est le genre de choses qui m'agace un petit peu, c'est de devoir systématiquement mettre les choses, quelles qu'elles soient, les gens dans des cases pour vraiment leur donner un genre, un type bien particulier. Donc ça c'est quelque chose auquel je n'adhère pas trop, c'est pour ça d'ailleurs que je réponds pas à la question quel est mon manga par genre ou par type, je sais plus c'était quoi la question, préférée, parce que pour moi peu importe le genre, le type du manga, c'est pas quelque chose auquel je vais m'attacher particulièrement. D'ailleurs pour moi certaines fois ça ne veut strictement rien dire. Il y a des titres, on va les classer shoujo, toi tu t'attends à avoir un truc de romance pour jeune fille et ce n'est pas du tout ce face à quoi tu vas être confronté. J'en viens presque à oublier la question, mais quels sont les mangas que tu refuses absolument de lire? Ce sont tout bonnement les mangas avec lesquels on me saoule. Sachez-le, si vous commencez à me spammer avec un manga systématiquement en commentaire de toutes mes vidéos ou de mes posts sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour que je passe à côté de ce titre. Parce que quand on me parle tout le temps, mais genre quand je vous dis tout le temps, c'est genre minimum une fois par jour d'un manga, alors soit ça va avoir l'effet bon, je vais quand même m'y intéresser parce que c'était susceptible de m'intéresser à la base, mais quand à la base déjà ça m'intéressait pas et que peut-être de moi-même je m'y serais intéressée à un moment donné, le fait qu'on m'en parle tout le temps, enfin, c'est le meilleur moyen pour que je le raye définitivement de ma liste. Et quand je dis ça, je pense au manga Orion. Alors on m'a demandé en fait si je voulais pas commencer le manga Orion, du fait que c'était un auteur français. D'ailleurs il y avait la question, je rebondis sur la question où on me demandait si je lisais ou si je comptais lire des mangas français. Je pense que la personne qui a posé cette question n'a pas vu toutes les vidéos sur ma chaîne parce que des mangas français, j'en ai lu, j'en ai présenté, j'en ai encore acheté récemment puisque je suis la série Green Mécanique. Donc du manga français, j'en lis et j'en présente sur ma chaîne. J'ai aucun problème avec le manga français, j'ai aucun problème avec le manga de quelle origine qu'il soit, chinois, coréen, japonais, peu importe. Le problème c'est que y a des titres, pour moi ça le fait pas. Par exemple, vous voyez le manga qui est annoncé par Maître Gims, alors je crois qu'il a juste fait les dessins, quelque chose comme ça, j'ai même pas trop cherché à savoir ce qu'il a fait. Pour moi il y a Maître Gims dessus, c'est genre pas possible. Parce que je n'adhère pas au personnage de Maître Gims, je n'adhère pas à son univers artistique de manière générale. Après, tant mieux pour lui si c'était un rêve de faire un manga, de participer à un manga, c'est top. C'est pareil pour le Rire Jaune, j'ai rien contre le Rire Jaune, sa chaîne a du succès, son manga a du succès et franchement c'est très très bien pour lui, j'en suis absolument pas jalouse. C'est franchement top si pour ces personnes-là leur rêve se réalise, mais pour moi c'est clairement pas le genre de titre vers lequel j'ai envie d'aller tout simplement. Je préfère m'intéresser à des artistes, tout simplement des auteurs dont c'est le métier. J'ai un petit peu du mal en fait avec les personnes qui ont plusieurs, alors pas plusieurs cordes à leur arc parce que c'est super intéressant d'avoir plusieurs cordes à son arc, de pouvoir faire plusieurs choses dans sa vie, mais quand c'est... Enfin voilà, je sais pas si je suis hyper claire pour cette question, mais c'est en gros pour moi il y a des gens, ils sont très bons dans ce qu'ils font et il faut qu'ils restent là-dedans et qu'ils essaient pas de faire autre chose parce que parfois c'est pas toujours super intéressant. Et pour moi en fait c'est des titres qui clairement je me suis légèrement penchée dessus, c'est pas des titres qui m'intéressent, mais encore une fois tant mieux si ça plaît et si ça fonctionne. Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas d'animé? Alors, au moins la personne est consciente que je n'en regarde pas, donc déjà on part sur quelque chose de positif. Il faut savoir que je passe le plus clair de ma journée face à 2 écrans d'ordinateur.
Et quand je rentre chez moi, j'ai envie de me poser et d'éviter toutes sortes d'écrans. Donc même la télévision, je ne la regarde que très très peu et vraiment s'il y a quelque chose que j'ai envie de regarder bien précisément. Mais sinon, j'évite le plus possible en fait d'être devant un écran d'ordinateur ou un écran de télévision ou de tablette ou quoi que ce soit quand je rentre chez moi parce que ma vue est déjà assez sollicitée pour mon boulot. J'ai une préférence de toute manière pour le livre papier, pour être dans ma petite bulle, dans le calme, voilà, me mettre sur mon canapé ou sur mon lit et de lire et de finalement m'imaginer l'histoire à ma manière et j'ai pas franchement besoin d'une version animée pour cela. Il y a des animés pour lesquels j'avais envie de faire une exception, je vous avais parlé de l'animé par exemple de l'ère des cristaux ou encore des enfants de la baleine, ça c'est vraiment des animés pour lesquels j'aurais fait une exception parce que les mangas je les adore. Mais voilà, j'ai pas le temps pour cela, j'ai déjà très peu de temps quand je veux suivre une série télé ou quand j'ai envie de me faire une soirée film. Alors prendre du temps en plus pour des animés, non, j'ai pas le temps et surtout bah c'est pas quelque chose en fait qui m'intéresse tout simplement. Quel est le manga que tu as aimé alors que beaucoup de personnes ne l'ont pas aimé? Alors, si la question était posée en sens inverse, j'aurais répondu GTO, parce que très clairement, j'ai l'impression que je suis la seule personne sur Terre à ne pas du tout avoir accroché à ce manga. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, peut-être pour me sentir moins seule, si vous aussi vous n'avez pas aimé GTO, voilà, parce que pour le coup, j'ai l'impression que tout le monde l'a trouvé super fun, a adoré les personnages, l'univers, etc. Et moi, je suis passée complètement à côté. Donc un titre que j'ai pas mal aimé, c'est pas un gros coup de cœur non plus, mais j'ai hâte d'avoir le tome 2 qui sort d'ailleurs cette semaine. C'est Game Entre nos corps, qui est une nouveauté 2018 des éditions Akata. Et personnellement, eh bien, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Alors, je sais ce qui lui est reproché, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le fait que l'héroïne soit un petit peu soumise, enfin, voilà, qu'il y ait une relation qui n'est pas vraiment saine entre les deux personnages. Mais personnellement, j'aime bien, je veux dire, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais j'ai lu les bouquins 50 nuances degrés et même si c'est pas de la grande littérature et encore moins des grands films, c'est le genre de littérature que j'aime bien de temps en temps. Donc du coup, ça me choque pas du tout. C'est des personnages adultes, c'est des personnages qui sont conscients de ce qu'ils font. Donc après, voilà, tu fais ça avec ta conscience, si tu es en paix avec toi-même, je vois pas le souci. Du moment où ce sont des adultes qui sont consentants, il y en a aucun des deux qui a été drogué ou forcé à quoi que ce soit. Après, c'est peut-être pas hyper sain comme relation, c'est peut-être pas ce à quoi les gens qui l'ont lu s'attendaient, c'est ceux qui ont été déçus. Mais personnellement, c'est pile poil ce à quoi je m'attendais, c'est pas niais du tout. Encore une fois, c'est deux adultes. Donc il y a des relations entre adultes qui sont pas saines du tout. Et parfois, faut pas se voiler la face, nous faire des titres dans lesquels tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, où les relations sont toutes hyper consenties et bienveillantes, parce que la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Et un autre titre, par contre, ouais, je vais pas le sortir parce qu'il est quelque part dans une boîte, c'est Love in the Hell, qui est bouclé en 3 tomes, publié chez Glénat, que je vous ai présenté sur ma chaîne. J'ai l'impression que personne n'a aimé ce titre, ou très peu de monde l'a découvert et l'a aimé, mais vraiment j'ai plus l'impression, quand j'ai vu les dernières chroniques à son sujet, que beaucoup de gens n'ont pas du tout compris ce manga, où ça voulait en venir, et j'étais très sceptique quand je l'ai découvert. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un manga conseillé à partir de 16 ans, par contre, c'est pas tout public. Mais j'ai été agréablement surprise, c'est assez fun. Et puis surtout, ça va un peu plus loin que ce à quoi on peut s'attendre. Clairement, je m'attendais à un truc bateau, sans queue ni tête. Et pourtant, bien, ça a su me surprendre dans le bon sens du terme. Donc là encore, c'est une série que je vous recommande si vous cherchez une petite série à commencer. Attention tout de même, elle n'est pas tout public. Quels critères tu utilises pour savoir si le manga a été ou non un coup de cœur? Honnêtement, j'en aime assez bien, mais je ne pense jamais avoir eu de vrai coup de cœur malgré mes préférences. Alors, je pense que là, c'est au ressenti de tout un chacun. Personnellement, j'ai le sentiment d'avoir assez régulièrement des coups de cœur. Après, il y a coup de cœur et coup de cœur. On parle souvent de coup de cœur parce que sur le coup, on est là juste waouh, c'est génial, il faut que j'en parle. Et rétrospectivement, on se rend compte que ouais, c'était sympa, mais sans plus. Le vrai coup de cœur, c'est-à-dire genre comme celui-là, c'est le genre de titre qui va te hanter plusieurs heures après ta lecture, auquel tu vas repenser, auquel tu vas te dire punaise, faut que j'en parle à tout le monde, faut que tout le monde autour de moi le lise absolument parce que c'est génial pour telle et telle raison. J'ai pas de critères spécifiques qui vont faire que tel ou tel titre va être un coup de cœur, parce que d'avance, de toute manière, tant que tu l'as pas lu, même le titre qui paraît être fait pour toi parce qu'il y a tout ce que tu aimes dedans, s'il n'y a pas l'alchimie, s'il n'y a pas ce petit truc qui fait que tu adhères, que tu t'attaches au personnage, eh bien ça va pas le faire, alors que pourtant ça avait tout pour te plaire. Donc le coup de cœur,
ça vient comme ça te tombe dessus, c'est un petit peu la claque que tu te prends alors que tu t'y attendais vraiment pas. Et c'est les plus beaux coups de cœur d'ailleurs, c'est quand tu t'y attends pas et que le manga te laisse complètement bouche bée et tu y réfléchis encore plusieurs heures après ta lecture. Alors on m'a posé plusieurs fois la question de savoir quelles sont les maisons d'édition que je préfère et celles que j'aime le moins. J'ai déjà répondu à cette question. Par contre, il y a une question à laquelle je ne pense pas avoir déjà répondu, c'est de savoir quelle est là ou les séries que je regrette parfois d'avoir abandonnées. Alors si vous avez vu ma vidéo pourquoi je revends mes mangas, vous vous doutez un petit peu que la réponse à cette question c'est aucun. Je n'ai aucun regret d'avoir arrêté une série en fait, tout simplement. Si à un moment donné j'ai jugé que cette série elle ne m'intéressait pas ou plus pour telle ou telle raison et que j'ai décidé ou de la mettre en pause ou directement de la revendre, je passe à autre chose. Vraiment, je ne m'attarde pas plus que cela pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le temps dans une seule petite vie humaine de lire, à mon sens, tout ce qu'on aura envie de lire, tout ce qu'on aura envie de découvrir de manière plus générale. On n'a pas le temps pour tout. Donc à un moment donné, il faut se restreindre à ce que vraiment on a envie de lire, on a envie de découvrir. Et ce qui est de l'à peu près, ce qui est du bof, ce qu'on a arrêté à un moment donné parce qu'on avait une bonne raison à ce moment-là d'arrêter ce manga ou cette série à un moment donné, eh bien il faut en rester à cette idée que on l'a arrêté, point. Maintenant, on se consacre à tout ce qu'il y a dans la pile à lire, à tout ce qu'il y a dans la wishlist et le passé, on l'oublie. Quel est le manga où au début tu t'es dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et qu'au final tu as beaucoup aimé? Alors il y en a deux qui me viennent en tête quand je vois cette question, c'est Fuka et Toi ma belle étoile. C'est deux titres pour lesquels j'avais de gros préjugés de dingue à leur sujet, c'est-à-dire que je me suis dit ok, ça va être super niais, ça va être du vu et revu, du réchauffé comme pas possible et je vais m'arrêter au milieu du tome 1 et ça n'ira pas plus loin. Et au final, eh bien, agréablement surprise parce que ces mangas m'ont provoqué des émotions positives et m'ont surtout donné envie eh bien, de découvrir la suite. Une question qui me vient de Keliado Japan, à qui je fais un petit coucou si tu passes par là. Alors, elle m'a posé trois questions. La première question, j'avais déjà répondu dans une précédente foire aux questions. La seconde question, c'était possèdes-tu un porte-bonheur ou un objet fétiche? Nope. Et la question qui m'intéresse le plus parmi les trois, c'est ce que tu adores et ce que tu détestes dans ta passion. Alors, ce que j'adore, c'est le fait que d'avoir une passion de manière générale, ça permet de suite de sortir un petit peu, je pense, de sa petite bulle, de son petit côté isolé et d'avoir quelque chose à partager avec les autres. Voilà, alors si j'ai fait cette chaîne YouTube, parce qu'on me demandait aussi pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube, c'est pour avoir des personnes avec qui partager ma passion des mangas et avoir, voilà, pouvoir échanger tout simplement, voire rencontrer des gens. Ça m'a permis également de rencontrer en version réelle des gens parce qu'on avait la même passion tout simplement et je trouve ça super cool. Et ce que je déteste par contre dans ma passion, c'est le temps et surtout la place que ça prend. Le temps que ça prend parce que, mine de rien, prendre le temps de se poser, de lire, et puis en plus, voilà, pour moi, de faire des vidéos ou des petits articles, ça occupe une certaine partie du temps que du coup, je ne vais pas prendre pour faire d'autres choses, par exemple avec mon copain ou avec ma famille. Voilà. Mais surtout le gros problème, je pense, c'est pas une question d'argent, parce que l'argent, quand on a une passion, je pense qu'on finit toujours par trouver une petite alternative pour contribuer à cette passion, mais le gros souci c'est la place que ça prend et j'essaye de faire en sorte que ça prend de moins en moins de place, donc de faire du tri et de restreindre un petit peu cette passion pour qu'elle ne soit pas trop envahissante au final. Et du coup ça me permet de rebondir sur la question suivante, à savoir, as-tu pensé à déménager pour agrandir ta mangatech? La réponse est bien évidemment non. Alors, pour celles et ceux qui n'ont jamais déménagé parce que vous êtes peut-être trop jeune ou vous n'avez tout simplement jamais eu l'occasion de déménager, sachez que c'est une source de stress, que c'est assez chiant par avance parce que vous savez que tout ce que vous avez dans votre appartement, il va falloir le déplacer du point A au point B, que ça coûte de l'argent, que ça prend du temps, qu'il va falloir tout reconstituer à l'arrivée et c'est très fatigant, c'est très éprouvant. Encore une fois, c'est assez stressant, donc quand on est de base une personne stressée, ça n'aide pas du tout. Donc est-ce que très sincèrement je m'imposerai tout ça juste pour avoir une plus grande mangatech? Non, je pense que lorsqu'on a une passion, quelle qu'elle soit, que ce soit les bouquins ou quelle qu'elle soit, mais du moment où elle prend de la place, il faut savoir à un moment donné se raisonner et se dire que les murs ne sont pas extensibles, qu'on ne va pas chambouler toute sa vie et celle de la personne avec qui on vit uniquement pour avoir plus de place pour sa passion, parce que là pour le coup c'est clairement égoïste.
Et en fait, eh bien, on commence à faire du tri, on commence à penser sa collection un petit peu autrement et on arrive à faire de la place. Vous l'avez pas vu, mais il a failli y avoir un drame, c'est-à-dire que mon téléphone a failli faire un vol plané d'un petit mètre de haut quand même, ça fait être un drame. Donc ça, c'est fait. Y a-t-il un manga que tu as aimé par l'histoire, mais pas par le dessin? Alors quand j'ai vu cette question, j'ai immédiatement pensé à un seul titre, c'est La cantine de minuit. Parce que très clairement, si je m'étais arrêtée aux couvertures et aux dessins que j'avais pu entrepercevoir, jamais je ne me serais intéressée au travail de Yaro Abe. Et ça aurait été une grossière erreur de ma part parce que ce mec, il arrive à vous poser des ambiances, à vous poser des histoires vraiment qui vont vous prendre aux tripes et vous ne pourrez pas décrocher de ces titres. Que ce soit La cantine de minuit, que ce soit Mimikaki, et j'espère grandement qu'on aura d'autres titres de ce mangaka qui vont arriver chez nous. Je sais même pas s'il a fait d'autres trucs, mais s'il a fait d'autres trucs, j'ai envie que ça arrive chez nous. Donc voilà, les dessins, j'ai encore un petit peu du mal parce que c'est pas spécialement ce que j'aime côté dessin. J'aime bien quand il y a plein de, vous savez, des arrière-plans très travaillés. J'aime bien en fait quand c'est hyper détaillé, genre Innocent ou même l'atelier des sorciers, il y a beaucoup de détails, tout ça, alors que bon, ce que fait Yaro Abe, c'est beaucoup plus minimaliste, on va dire. Mais par contre, voilà, côté histoire, vous serez, je pense, absolument pas déçus du voyage. Alors, deux questions d'une même personne. Première question, quand tu n'as pas aimé le premier tome d'une série, est-ce que tu la continues dans l'espoir que la suite te plaise, ou tu te dis, non, je ne pense pas que la suite me plaira, il y a d'autres séries, donc je vais arrêter celles qui ne me plaisent pas. La question était genre super longue. Alors, ça dépend des titres. S'il s'agit d'un manga qui est de l'un de mes mangakas préférés, je vais avoir tendance à continuer, même si le premier tome c'était pas tout à fait ça. C'est mon auteur un de mes auteurs préférés. Donc là, je me pose pas trop de questions et je continue d'acheter la suite. C'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Si c'est un manga d'un mangaka dont je n'ai rien lu d'autre précédemment, si je n'ai pas réussi à terminer le tome 1, très clairement, je le revends, on s'arrête là. Si j'ai réussi à terminer le tome 1, mais que pour autant, j'ai pas cette envie folle d'avoir la suite, je vais également le revendre. Si, par contre, je l'ai aimé, c'est pas un coup de cœur, genre ouais, la lecture sympa, mais que tu vas pas non plus retenir, j'attends, en fait, je le mets de côté dans un petit coin, et j'attends de voir combien de tomes il y a en tout, et de voir les différents avis autour de moi, si ça vaut ou non le coup d'être continué, et je vois si je le revends, ou si au final, j'achète les tomes qui suivent. Voilà, donc ça dépend vraiment, mais les 3/4 du temps quand même, je suis devenue de plus en plus exigeante, de plus en plus chiante. Vous voyez ça comme vous voulez. Quand j'adhère pas au premier tome d'une série, quand il n'y a pas ce petit truc qui me donne envie d'y revenir dès le départ, c'est qu'en principe c'est mort. Et je préfère du coup mettre mon argent et mon temps de lecture dans des séries qui m'intéressent beaucoup plus. Et donc cette personne m'a posé une seconde question, à savoir, as-tu des conseils pour trouver des mangas durs à trouver comme Tomie de Junji Ito par exemple? Alors, le seul conseil que j'ai envie de vous donner pour le coup, c'est soyez patient. Parce que il n'y a que la patience qui fait avec ce genre de choses. Je sais très bien qu'il y a des titres que je vous ai présentés, notamment justement les titres de Junji Ito, qui sont à certaines périodes données complètement introuvables ou à des prix juste astronomiques. Et non, n'allez pas mettre 100, 200 balles dans un manga qui vaut à la base une dizaine d'euros, c'est complètement stupide. Alors je ne savais pas que Tomie était à nouveau en arrêt, peut-être, je sais pas si c'est en arrêt de commercialisation ou s'ils attendent juste de le réimprimer, voire de le rééditer. Mais sachez simplement qu'il faut être patient. Quand il y a un titre qui est dans ce cas-là, vous le notez quelque part pour ne pas le perdre de vue, vous le mettez sur un petit bout de papier ou sur un fichier sur votre ordinateur et vous vous consacrez, vous plongez dans les titres que vous avez déjà, donc dans votre pile à lire ou dans votre wishlist avec des titres faciles à trouver. Vous reviendrez à ce titre-là compliqué ou galère, machin, tout ce que vous voulez, d'ici quelques semaines ou quelques mois et parfois on a l'agréable surprise de se rendre compte que la maison d'édition le réimprime ou voire carrément le réédite, comme ça va être le cas par exemple au mois d'août de Battle Royale. J'ai pas de solution miracle en fait. Si à un moment donné il y a un manga, vous allez le voir à 200 balles sur Amazon, à 300 balles sur le site de la Fnac, vous n'allez pas le trouver sur les autres sites d'occasion, ne vous acharnez pas, c'est que le titre est juste plus disponible pour une durée indéterminée et du coup, eh bien, celles et ceux qui en sont rendus compte et qui comptent le revendre vont essayer de se faire un gros prix dessus et voilà, ne donnez pas d'argent à ces personnes-là parce que ça n'en vaut clairement pas la peine. Une question que j'ai également beaucoup aimée, c'est préfères-tu faire des vidéos avant ta longue coupure ou maintenant, sachant que tu as revu quelques-uns de tes concepts? Alors, j'ai eu une absence de 8 mois, vous savez pertinemment, je pense à présent pourquoi.
Et ça m'a permis de réfléchir à ce que j'avais envie de faire sur ma chaîne, à ce que je n'avais aussi plus envie de faire sur ma chaîne. Et très clairement, ce que je faisais avant, ça commençait à m'étouffer. Et je commençais à ne plus en pouvoir de voir ces book hauls, ces lectures en cours, ces découvertes manga, ces what's new, tout ça. Je commençais à ne plus du tout en pouvoir de... C'était devenu trop cyclique, trop redondant. Ce que j'aime bien avec ma nouvelle façon de faire les vidéos, c'est que c'est zéro prise de tête. J'arrive pas à faire une vidéo parce qu'il y a des vidéos, parfois on bug pour certaines raisons. Je m'acharne pas, je fais pas comme avant à réessayer et à foutre en l'air un week-end entier, à essayer de m'acharner à faire une vidéo avec laquelle je ne m'en sors pas. Comme ma vidéo pour parler des lectures LGBT des éditions Akata, ça me permettra de rebondir sur la dernière question. Ouh, cette transition très bien trouvée. J'arrivais pas à la faire, je l'ai pas faite. Voilà, j'ai fait un truc sur lequel je me sentais mieux. Je ne m'impose plus de rythme, parce qu'avant je m'imposais un rythme, je me disais essaye de faire une vidéo par semaine, parce qu'attends, si tu fais pas de vidéo cette semaine, ou si t'en fais pas 2 dans la semaine, les gens vont se désabonner ou vont pas être contents, alors que les gens s'en foutent. Je me rends bien compte que les gens, enfin, vous êtes tous humains, et en fait c'est un petit peu comme moi quand je suis des chaînes qui ne proposent pas des choses régulièrement. Je suis juste super contente quand la personne a pris le temps de travailler et de faire une vidéo et de nous proposer du contenu nouveau, et là je suis là, ouais chouette, il y a un nouveau truc à se mettre sous la dent. C'est ce que j'aime, voilà, dans ma nouvelle façon de faire des vidéos, c'est le fait de plus du tout me prendre la tête, et surtout d'avoir viré tous ces concepts desquels je ne pouvais juste plus du tout. Et je conclus avec la 15e question, qui est la plus gratinée de toutes, qui est clairement une question un petit peu troll. Alors je vais faire une petite parenthèse avant de vous dire de quelle question il s'agit. La personne qui m'a posé cette question, je pense d'ailleurs qu'elle ne s'attend absolument pas à ce que j'y réponde dans cette vidéo, parce que vu le ton plus ou moins employé dans la question, ça semble présager que je ne vais pas y répondre et que je vais tout simplement la supprimer. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui me suit depuis un petit moment, qui suit des maisons d'édition qu'elle ne cesse de critiquer et qu'elle ne cesse de pourrir de commentaires homophobes, racistes. C'est une personne qui, je pense, est très clairement, qui très clairement fait partie de la fachosphère. Je pense pas dire de conneries en disant ça, parce que si vous avez vu quelques-uns de ses posts, notamment sur Twitter, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en discuter avec les éditions Akata qui n'en peuvent plus de cette personne et qui ont décidé de très clairement l'ignorer. Du coup, vous dites, mais ça va être quoi la question? Tiens, moi j'en ai une. Non, déjà, tu sens que ça commence comme ça commence bien, tu vois. Pourquoi récemment tu t'es mis à vendre ton cul à Akata et au lobby LGBT de manière ostentatoire? C'est parce que tu veux entrer chez Nostroblog et qu'être phagophile c'est obligatoire pour finir chez eux? J'attends ta réponse avec impatience. Alors j'ai un petit coucou à Nostroblog si vous passez par là, parce que vous vous retrouvez là alors que vous n'avez rien demandé du tout. Déjà rejoindre Nostroblog, c'était pas dans mes intentions, parce que mon blog je le tiens déjà pas du tout régulièrement, donc faire des chroniques pour un blog avec d'autres personnes, ben non, pas du tout. C'est tellement perché comme question que j'en oublie presque la question. Pourquoi récemment tu t'es mis à vendre ton cul à Akata et au lobby LGBT de manière ostentatoire? Alors, cette personne fait peut-être référence à la fameuse vidéo que je devais faire concernant des lectures LGBT proposées par les éditions Akata. Vidéo que j'ai pas faite, et j'ai expliqué pourquoi je l'ai pas faite. Je vois pas trop en quoi j'ai vendu mon cul à Akata. J'ai un partenariat avec Akata, oui, ça je pense que si vous me suivez depuis un petit moment vous êtes au courant. J'ai fait le bandeau pour le 6e tome de Dans l'intimité de Marie. J'ai pas été payée, et à aucun cas les éditions Akata ne m'ont payé à un moment donné pour quoi que ce soit. Donc le lobby LGBT, non plus, je pense pas. Enfin, faut arrêter de parler de lobby, hein, par contre, parce que... Donc non, j'ai toujours pas vendu mon cul ni à Akata ni au lobby LGBT, et encore moins de manière ostentatoire, hein, j'ai pas fait ça. Peut-être parce que j'ai commencé à lire beaucoup de yaoi, ou à lire des lectures justement comme Éclat d'âme, ou comme A Romantic Love Story, ou je sais pas en fait, je sais pas trop. Non, sincèrement j'ai du mal avec ces deux questions, hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces questions, parce que très sincèrement c'est un post que je pense je supprimerai de Facebook une fois que j'aurai fini cette vidéo, parce que j'ai pas envie qu'on réponde à cette personne. C'était juste pour finir la vidéo d'une manière un petit peu fun, on va dire. J'en ai terminé avec cette 4e et je pense toute dernière foire aux questions sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre manga coup de cœur de 2018. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aussi vous n'avez pas aimé GTO, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il y a d'autres personnes sur cette terre qui n'ont pas aimé GTO. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.